La situation est celle-ci. B et le père de B partent en vacances à Acapulco. Ils partent très tôt, à 6 heures du matin. Cette nuit, B dort chez son père. Il ne fait pas de rêve, ou s'il en fait, il les oublie aussitôt qu'il ouvre les yeux. Il entend son père dans la salle de bain. Il regarde par la fenêtre, il fait encore sombre. B n'allume pas la lumière et s'habille. Quand il sort de sa chambre, son père est assis à table en train de lire un journal sportif de la veille. Et le petit déjeuner est prêt. Café et œufs à la ranchera. B dit bonjour à son père et va dans la salle de bain. La voiture du père de B est une Ford Mustang de 1970. À 6h30 du matin, ils montent dans la voiture et commencent à quitter la ville. La ville est Mexico, le district fédéral, le DF. Et l'année au cours de laquelle B et son père abandonnent le DF pour de courtes vacances est 1975. Le voyage se déroule dans ses grandes lignes sans incident. En sortant du DF, tous deux, père et fils, sont froids. Mais quand ils abandonnent la vallée et commencent à descendre en direction des terres chaudes de l'État de Guerrero, la chaleur s'impose et ils doivent enlever leurs pulls et baisser les vitres. Le paysage, au début, occupe toute l'attention de B, qui a une tendance, ou c'est du moins ce qu'il croit, à la mélancolie. Mais au fil des heures, les montagnes et les forêts deviennent monotones et B préfère se consacrer à la lecture d'un livre. Avant d'arriver à Acapulco, le père de B arrête la voiture devant une buvette-restaurant sur le bord de la route. Dans le restaurant en plein air, on propose des iguanes. On les goûte? Les iguanes sont vivants, et c'est à peine s'ils bougent quand le père de B s'approche pour les regarder. Appuyé au garde-boue de la Mustang, B l'observe. Et sans attendre de réponse, le père de B commande une portion d'iguane pour chacun d'eux. Alors seulement, B se déplace. Il s'approche de la salle à manger en plein air. 4 tables et une bâche que le peu de vent agite à peine, et s'assoit à la table la plus éloignée de la route. Le père de B commande à boire de la bière. Tous deux portent les chemises ouvertes et les manches retroussées. Tous deux portent des chemises aux couleurs claires. L'homme qui les sert, lui, au contraire, porte une chemise noire aux manches longues, et la chaleur ne paraît pas l'affecter. « Vous allez à Acapulco » dit l'homme. « Oui. » Ce sont les seuls clients du restaurant. Sur la route qui luit, les voitures passent et ne s'arrêtent pas. Le père de B se lève et se dirige vers le fond du restaurant. Pendant un moment, B croit que son père va uriner, mais il se rend vite compte qu'il est entré dans la cuisine pour observer comment il cuisine l'iguane. L'homme le suit en silence. B les entend parler. D'abord son père parle, ensuite la voix de l'homme, et enfin la voix d'une femme que B n'a pas vue. Le front de B est emperlé de sueur. Ses lunettes sont humides et sales. Il les enlève et les nettoie avec un pan de chemise. Quand il remet ses lunettes, il aperçoit son père qui est en train de le regarder depuis la cuisine. En réalité, il ne voit que le visage de son père et une partie de son épaule. Le reste est caché par un rideau rouge à gros pois noirs. Un rideau qui, pour B, par moments, paraît ne pas séparer seulement la cuisine des tables, mais un temps d'un autre temps. Alors, B détourne son regard et revient à son livre, qui est resté ouvert sur la table. C'est un livre de poésie. Une anthologie de surréalistes français traduite en espagnol par Aldo Pellegrini, surréaliste argentin. Cela fait 2 jours que B lit ce livre, et il l'aime. Il aime les photos des poètes. La photo d'Unic, celle de Desnos, celle d'Artaud, celle de Crevel. Le livre est volumineux et est recouvert par du plastique transparent. Ce n'est pas B qui l'a recouvert. B ne recouvre jamais ses livres, mais un ami particulièrement pointilleux. Donc, B détourne son regard, ouvre son livre au hasard et trouve Guy Rosset. La photo de Guy Rosset, ses poèmes. Et quand il relève la tête, le regard de son père n'est plus là. La chaleur est suffocante. B retournerait volontiers au DF, mais il ne va pas y retourner. Du moins pas tout de suite, ça il le sait. Peu après, son père est assis à côté de lui et tous deux mangent de l'iguane à la sauce piquante et boivent encore de la bière. L'homme à la chemise noire a allumé un transistor et maintenant, une musique vaguement tropicale se mêle au bruit de la forêt et au bruit des voitures qui passent sur la route. L'iguane a un goût de poulet. C'est très bon.
Ils prennent ensuite du café des Hoya. C'est l'homme à la chemise noire qui a servi les plats d'iguane, mais c'est la femme de la cuisine qui apporte le café. Elle est jeune, presque aussi jeune que B, et est habillée d'un short blanc et d'une blouse jaune imprimée de fleurs blanches, des fleurs que B ne reconnaît pas et qui peut-être n'existent pas. Alors qu'ils sont en train de prendre le café, B se sent barbouillé, mais il ne dit rien. Il fume et regarde la bâche qui s'agite à peine, comme si un mince filet d'eau tiède était resté là depuis le dernier orage. Qu'est-ce que tu regardes? La bâche, c'est comme une veine. Cela, B ne le dit pas, il le pense seulement. En fin d'après-midi, ils arrivent à Acapulco. Pendant un moment, ils traînent sur les avenues proches de la mer. Les vitres de la voiture sont baissées et la brise les décoiffe. Ils s'arrêtent devant un bar et rentrent boire. Cette fois, le père de B commande de la tequila. B réfléchit un moment. Il demande aussi une tequila. Le bar est moderne et possède l'air conditionné. Le père de B discute avec le serveur, l'interroge sur des hôtels proches de la plage. Quand ils reviennent à leur Mustang, on voit déjà quelques étoiles. Et le père de B semble, pour la première fois au cours de cette journée, fatigué. Cependant, ils ont encore le temps de voir 2 hôtels qui, pour une raison ou une autre, ne les satisfont pas avant de trouver le bon. L'hôtel s'appelle La Brisa. Il est petit, possède une piscine et se trouve à 2 pas de la plage. L'hôtel plaît au père de B. Il plaît aussi à B. Comme c'est la basse saison, il est presque vide et les prix sont abordables. La chambre qu'on leur a attribuée comporte 2 lits individuels et une petite salle de bain avec douche. La seule fenêtre donne sur la cour de l'hôtel où se trouve la piscine et non sur la mer comme c'était le désir du père de B. L'air conditionné, il ne tarde pas à le découvrir, ne fonctionne pas, mais la chambre est assez fraîche et il ne proteste pas. Ils s'installent, donc, défont chacun leur valise, mettent leurs vêtements dans les armoires. B laisse ses livres sur la table de nuit, il change de chemise, le père de B prend une douche à l'eau froide, B ne se lave que le visage, et quand ils ont fini, ils sortent dîner. À la réception de l'hôtel, ils trouvent un type plutôt petit avec des dents de lapin. Il a l'air jeune et sympathique. Il leur recommande un restaurant proche de l'hôtel. Le père de B l'interroge sur des endroits avec de l'animation. B comprend à quoi fait allusion son père. Le réceptionniste ne le comprend pas. Un endroit où il se passe des choses. Un endroit où l'on peut trouver des filles. Pendant un moment, B et son père demeurent immobiles, sans parler. Le réceptionniste se baisse, disparaît sous le comptoir, et ensuite réapparaît avec une carte de visite qu'il tend au père de B. Celui-ci extrait de son portefeuille un billet que le réceptionniste attrape au vol. Mais cette nuit-là, après avoir dîné, ils reviennent directement à l'hôtel. Le jour suivant, B se réveille très tôt. Il prend sa douche sans faire de bruit, se brosse les dents, enfile son maillot et abandonne la chambre. Dans la salle à manger de l'hôtel, il n'y a personne, et B décide donc de prendre le petit déjeuner dehors. La rue de l'hôtel descend perpendiculairement vers la plage. Là-bas, il n'y a qu'un adolescent qui loue des planches. B lui demande le prix pour 1 heure, l'adolescent lui dit un chiffre qui paraît raisonnable, et il loue une planche et se met à l'eau. 1 heure plus tard, sans avoir pris de petit déjeuner, B retourne à l'hôtel et trouve son père assis dans la salle à manger, devant une tasse de café et une assiette où il y a encore des restes de pain grillé et d'œufs. Et les heures suivantes sont assez confuses. Ils vagabondent, observent les gens de l'intérieur de la voiture, descendent de temps à autre du véhicule et prennent un rafraîchissement ou une glace. Cet après-midi, sur la plage, pendant que son père dort allongé dans une chaise longue, B lit de nouveau les poèmes de Guy Rosset et la brève histoire de sa vie et de sa mort. Un jour, un groupe de surréalistes arrive dans le sud de la France. Ils essaient d'obtenir le visa pour se rendre aux États-Unis. Le nord et l'est sont occupés par les Allemands, le sud est à l'ombre de Pétain. Le consulat nord-américain, jour après jour, repousse la décision. Dans le groupe de surréalistes, il y a Breton, il y a Tristan Tzara, il y a Perret,
Mais il y en a aussi d'autres qui sont moins importants. C'est à ce groupe qu'appartient Guy Rosset. Sa photo est la photo d'un poète mineur, pense B. Il est laid. Il a une mise soignée, on dirait un obscur fonctionnaire d'un ministère ou un employé de banque. Et jusque-là, malgré les dissonances, tout est normal, pense B. Un jour, Rosset disparaît. Au début, personne ne remarque son absence. C'est un poète mineur et les poètes mineurs passent inaperçus. Au bout de quelques jours, cependant, on commence à le rechercher. Dans la pension où il vit, on ne sait rien à son propos. Ses valises, ses livres sont là, personne ne les a touchés. Ce qui rend donc impensable que Rosset soit parti sans payer. Une pratique commune, soit dit en passant, dans certaines pensions de la Côte d'Azur. Ses amis le cherchent. Ils font le tour des hôpitaux et des barrages de la gendarmerie. Personne ne sait rien à son propos. Un matin, les visas arrivent et la plupart d'entre eux prennent un bateau et s'en vont pour les États-Unis. Ceux qui restent, ceux qui ne vont jamais avoir de visa, oublient rapidement Rosset, oublient sa disparition. Occupés à se mettre à l'abri eux-mêmes dans ces années où les disparitions et les crimes en masse étaient fréquents. Le soir, après avoir dîné à l'hôtel, le père de B propose d'aller faire un tour là où il y a de l'action. B regarde son père. Il est blond, B est brun. Il a les yeux gris et il est encore robuste. Il paraît heureux et disposé à prendre du bon temps. Quel genre d'action? Dit B, qui sait parfaitement à quoi fait allusion son père. Celle de toujours, femme et alcool. Pendant un moment, B demeure silencieux. Son père le regarde. On dirait que dans ce regard, il y a de l'attente, mais en réalité, il n'y a que de l'affection. Finalement, B dit qu'il n'a pas envie de tirer un coup avec qui que ce soit. Il ne s'agit pas de tirer un coup, mais d'y aller, jeter un coup d'œil, et boire, et causer avec des amis. Avec quels amis, puisqu'on ne connaît personne ici? On se fait toujours des amis dans ces manèges où l'on monte de belles pouliches. Ces derniers mots lui font penser aux chevaux. Quand il avait 7 ans, le père de B lui avait acheté un cheval. Au fait, d'où venait mon cheval? Quel cheval? Celui que tu m'as acheté quand j'étais petit, au Chili. Ah, de Zafarroncho, le querelleur. C'était un cheval chilote de l'archipel de Chiloé. Et après être resté pensif quelques instants, il en revient au bordel. À sa manière de les évoquer, on dirait qu'il parle de salle de bal. Ensuite, tous deux restent silencieux. Cette nuit-là, ils ne vont nulle part. Pendant que son père dort, B va lire sur la terrasse de l'hôtel, à côté de la piscine. Il n'y a personne d'autre que lui. La terrasse est propre et vide. De sa table, B peut observer une partie de la réception, où le réceptionniste de la nuit précédente lit quelque chose debout, ou fait des comptes sur le comptoir. B lit les surréalistes français, lit Guy Rosset. Et la vérité, c'est que Rosset ne lui paraît pas intéressant. Il aime Desnos, il aime Éluard beaucoup plus que Rosset, même si à la fin, il revient toujours au poème de celui-ci et à la contemplation de sa photographie. Une photo de studio sur laquelle Rosset apparaît comme un être souffrant et solitaire, avec des yeux grands et vitreux et une cravate qui semble l'étrangler. Il s'est certainement suicidé, pense B. Il a su qu'il n'allait jamais obtenir de visa pour les États-Unis ou pour le Mexique. Et il a décidé de finir ces jours-là. Il imagine, ou il essaie d'imaginer, une ville côtière du sud de la France. B n'est pas encore allé en Europe. Il a parcouru presque toute l'Amérique latine, mais il n'a pas encore mis les pieds en Europe. L'image qu'il se fait d'une ville méditerranéenne est donc conditionnée par l'image qu'il a d'Acapulco. Chaleur, un petit hôtel bon marché, plage de sable doré et plage de sable blanc. Et des bruits lointains de musique. B ne sait pas qu'il manque à son image un bruit déterminant. Celui des agrès des petites embarcations qui sont d'ordinaire amarrées dans toutes les villes côtières. Surtout dans les petites villes. Le bruit des agrès dans la nuit, même si la mer est d'huile. Tout à coup, quelqu'un d'autre entre sur la terrasse.
C'est une silhouette féminine qui prend place à la table la plus à l'écart, dans un coin, près de 2 grands vases ornementaux dressés. Peu après, le réceptionniste s'approche de la femme avec une boisson. Quand le réceptionniste s'en va, B ouvre de nouveau le livre de poésie, mais les mots sont désormais illisibles. Et il laisse donc le livre ouvert sur la table et ferme les yeux. Et n'entend pas le bruit des agrès, mais une rumeur atmosphérique, d'énormes couches d'air chaud qui descendent sur l'autel et sur les arbres qui entourent l'autel. Il a envie de se tremper dans la piscine. Pendant un instant, il croit qu'il pourrait le faire. Alors la femme du coin se lève et commence à marcher en direction des marches qui relient la terrasse à la réception. Quoique à mi-chemin, elle s'arrête, comme si elle se sentait mal. Une main appuyée sur un grand bac en terre où il n'y a plus de fleurs mais des broussailles. B l'observe. La femme porte une robe de couleur claire, ample, en tissu léger, avec un large décolleté qui laisse nues ses épaules. B croit que la femme va poursuivre son chemin, mais elle ne bouge pas. La main posée sur le pot en terre, le regard baissé. Et alors, B se lève, le livre à la main, et s'approche. Sa première surprise se produit en observant son visage. La femme doit avoir une 60aine d'années, alors que de loin, il ne lui aurait pas donné plus d'une 30aine. Elle est nord-américaine. Et quand B s'approche d'elle, elle lève le regard et lui sourit. Bonsoir. Vous vous sentez mal? Je suis seulement en train de penser. B réfléchit pendant quelques secondes sur ce que la femme vient de lui dire. Penser. Et tout à coup, il perçoit dans cette déclaration une menace. Quelque chose s'approche du côté de la mer. Quelque chose qui avance entraîné par les nuages obscurs qui traversent invisibles la baie d'Acapulco. Mais il ne bouge pas, ni n'esquisse le moindre geste pour rompre le charme dans lequel il se sent pris. Et alors, la femme regarde le livre qui pend de la main gauche de B. Qu'est-ce que vous lisez? De la poésie. Je lis des poèmes. J'aimais en d'autres temps la poésie. Quel poète? Maintenant, je ne m'en souviens plus. Elle semble se plonger dans la contemplation de quelque chose qu'elle seule peut entrevoir. B croit qu'elle est en train de faire un effort pour se souvenir et attend en silence. Longfellow. Et elle enchaîne en récitant un texte au vers coulant et doux que B trouve pareil à une comptine enfantine. Quelque chose de toute façon de très éloigné des poètes qu'il lit. Vous connaissez Longfellow? B fait non avec la tête, même si la vérité c'est qu'il a lu Longfellow. On me l'a appris à l'école. Vous ne trouvez pas qu'il fait trop chaud? Il fait très chaud. Une tempête est peut-être en train d'approcher? À ce moment-là, B lève la tête. Il ne voit aucune étoile. Ce qu'il voit, ce sont quelques lumières de l'hôtel allumées. Et à la fenêtre de sa chambre, il voit une silhouette qui les regarde et qui le fait sursauter comme si soudain la pluie tropicale s'était déchaînée. Au début, il ne comprend rien. Son père est là-bas, de l'autre côté des vitres, enveloppé dans une robe de chambre bleue, une robe de chambre qu'il a apportée de chez lui et que B ne connaît pas. En tout cas, ce n'est pas un peignoir de l'hôtel. Et il les regarde fixement. Quoique quand B le découvre, il se jette en arrière. Il recule comme s'il avait été mordu par un serpent. Il lève une main en un timide salut et disparaît derrière les rideaux. La chanson de Iwatawa. Le poème de Longfellow. Ah, oui. Bonne nuit. La femme disparaît graduellement. D'abord, elle monte les marches jusqu'à la réception. Là, elle s'arrête quelques instants, échange quelques mots avec quelqu'un que B ne peut pas voir et enfin se perd, silencieuse, dans le hall de l'hôtel. Sa silhouette mince enserrée par les contours des fenêtres successives, jusqu'au moment où elle tourne dans le couloir de l'escalier intérieur. Une demi-heure plus tard, B pénètre dans sa chambre et trouve son père endormi. Pendant quelques secondes, avant d'aller à la salle de bain se brosser les dents, B le contemple, corps très dressé, comme prêt à se lancer dans une bagarre, depuis le pied du lit. Bonne nuit, papa. Son père ne donne pas le moindre signe de l'avoir entendu.
Le deuxième jour du séjour à Acapulco, B et son père vont voir les plongeurs. Ils ont deux possibilités. Regarder le spectacle depuis une plateforme à l'air libre ou bien s'asseoir au bar-restaurant-hôtel dominant la faille dans la falaise, qui s'appelle La Quebrada. Le père de B demande les prix. La première personne à qui il s'adresse ne les connaît pas. Le père de B insiste. Enfin, un type assez âgé, un ancien plongeur qui est là sans rien faire, leur donne 2 chiffres. S'installer au mirador de l'hôtel revient 6 fois plus cher que de s'installer sur la plateforme à l'air libre. Le père de B n'hésite pas. Allons au bar, nous serons mieux. B le suit. Au bar, leurs vêtements contrastent avec ceux du reste des clients. Des touristes nord-américains ou mexicains avec des habits nettement estivaux. Les vêtements de B et de son père sont les vêtements typiques des habitants du DF. Des vêtements qui paraissent tirés d'un sommeil interminable. Les serveurs s'en rendent compte, ils savent que ces gens donnent peu de pourboire et ils ne s'en occupent pas avec la diligence nécessaire. Le spectacle, pour comble, ne se voit pas bien du tout de l'endroit où ils sont assis. Nous aurions mieux fait de rester sur la plateforme, quoiqu'ici ce soit pas mal non plus. La séance de saut achevée et après avoir bu chacun 2 highballs, ils sortent à l'air libre et commencent à faire des plans pour le restant de la journée. Sur la plateforme, il ne reste presque plus personne, mais le père de B remarque, assis sur un contrefort, l'ancien plongeur, et il s'approche de lui. L'ancien plongeur est petit et a des épaules très larges. Il est en train de lire un roman d'aventure du Far West et il ne lève les yeux que lorsque B et son père sont à côté de lui. Il se redresse alors en un mouvement énergique, comme si tout à coup, il se trouvait de nouveau au bord des falaises. Il doit avoir une 50aine d'années, pense B. Donc il n'est guère plus vieux que son père, quoique la peau du visage, avec des rides qui ressemblent à des blessures, lui donne un air plus âgé. Ces messieurs sont en vacances. Comment ont-ils trouvé le spectacle ? Dit l'ancien plongeur. C'était pas mal, quoique pour les sports de haute précision, une expérience plus grande soit nécessaire pour se faire une idée exacte. Monsieur a fait du sport. Le père de B acquiesce. Et quel est le sport que monsieur pratiquait sans indiscrétion ? La boxe. Ah, caray. Ça devait être en catégorie poids lourd, non ? Oui. Le père de B sourit largement. Sans savoir comment, tout à coup, B se retrouve en train de marcher avec son père et l'ancien plongeur jusqu'à l'endroit où ils ont garé la Mustang. Ensuite, les trois montent dans la voiture et B entend, comme s'il était en train d'écouter la radio, les instructions que l'ancien plongeur donne à son père. La voiture glisse pendant un moment sur l'avenue Miguel Alemán. Mais ensuite, elle plonge vers l'intérieur et rapidement, le paysage d'hôtels et de restaurants consacrés au tourisme se transforme en un paysage urbain légèrement tropical. La voiture, cependant, continue à grimper, s'éloignant du fer à cheval doré d'Acapulco, pénétrant dans des rues mal asphaltées ou sans asphalte, jusqu'au moment où ils arrivent à une espèce de restaurant. Nous allons manger. L'intérieur du restaurant est sombre et un quart seulement de sa surface est occupé par des tables. Le reste a l'air d'une piste de danse avec une estrade pour l'orchestre délimitée par une longue balustrade en bois brut. En entrant, B ne peut rien distinguer à cause du contraste de luminosité. Ensuite, il voit un homme qui ressemble à l'ancien plongeur s'approcher de ce dernier et de son père, et qui, après avoir écouté attentivement une présentation que B ne comprend pas, donne la main à son père et quelques secondes après, la lui tend à lui. B tend la main et serre celle de l'inconnu. Celui-ci dit un prénom et serre la main de B avec énergie. Le geste est amical, mais la pression s'avère plutôt violente. L'homme ne sourit pas. B décide de ne pas sourire. Le père de B et l'ancien plongeur sont déjà assis à table. B s'assied à leur côté. Le type qui ressemble à l'ancien plongeur et qui se révèle être son frère cadet reste debout, attentif aux commandes. De la bière pour tous. Avec les bières, le frère de l'ancien plongeur leur apporte comme amuse-gueule des biscuits salés et 3 verres pas trop grands d'ostiones. Les coquillages sont frais, dit l'ancien plongeur, pendant qu'il assaisonne de chili les 3 verres. Comme c'est curieux, pas vrai ? Qu'on appelle ça chili et que votre pays s'appelle Chili, dit-il en montrant le récipient plein d'une sauce piquante d'une couleur rouge intense. En effet, c'est bien curieux. Nous, les Chiliens, on a toujours été
piqué par la curiosité. B regarde son père avec une incrédulité à peine perceptible. Le reste de la conversation tourne autour de questions de boxe et de plongeon. Ensuite, B et son père quittent l'établissement. Le temps est passé rapidement, sans qu'ils s'en rendent compte, et quand ils remontent dans la Mustang, il est déjà 7 heures du soir. L'ancien plongeur les accompagne. Pendant quelques instants, B pense qu'ils ne vont jamais pouvoir s'en débarrasser. Mais arrivé au centre d'Acapulco, l'ancien plongeur descend devant une salle de billard. Une fois qu'ils sont seuls, le père de B exprime sa satisfaction au sujet du service et des prix qu'ils ont payés. Si on avait mangé ici, ça nous aurait coûté les yeux de la tête. Une fois arrivé dans sa chambre, B enfile son maillot et part à la plage. Il nage pendant un moment et ensuite essaie de lire en profitant de la faible lumière du crépuscule. Il lit les poètes surréalistes et ne comprend rien. Un homme pacifique et solitaire au bord de la mort. Images, blessures. Ce sont les seules choses qu'il voit. Et de fait, les images se diluent comme le soleil couchant et il ne reste plus que les blessures. Un poète mineur disparaît pendant qu'il attend un visa pour le Nouveau-Mexique. Un poète mineur disparaît sans laisser de traces alors qu'il désespère échouer dans une ville quelconque de la Méditerranée française. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de cadavre. Quand B essaie de lire Daumal, la nuit est déjà tombée sur la plage. Il referme le livre et retourne lentement à l'hôtel. Après le dîner, son père et lui se proposent de sortir s'amuser. B refuse l'invitation. Il suggère à son père d'y aller seul, parce que lui n'est pas d'humeur à s'amuser, qu'il préfère rester dans la chambre et regarder un film à la télé. C'est pas croyable qu'à ton âge, tu te comportes comme un vieux. B observe son père, qui s'est douché et a mis des vêtements propres, et il rit. Avant que son père parte, B lui dit de faire attention. Je vais seulement boire un coup. Toi, fais attention à toi. Une fois seul, B se déchausse, cherche ses cigarettes, allume la télé et se relaisse tomber sur le lit. Sans s'en rendre compte, il sombre dans le sommeil. Il rêve qu'il vit dans la ville des Titans ou qu'il y fait un séjour. Il n'y a rien d'autre dans son rêve qu'une déambulation permanente dans des rues énormes et obscures dont d'autres rêves lui ont donné le souvenir. Et il y a aussi dans le rêve une attitude de sa part qu'à l'état de veille, il sait ne pas avoir. Une attitude face aux édifices dont les volumineuses ombres paraissent s'entrechoquer, qui n'est pas vraiment une attitude courageuse, mais plutôt indifférente. Au bout d'un moment, juste quand le feuilleton se termine, B se réveille d'un coup, comme sous l'effet d'un appel, se lève, éteint la télé et se penche à la fenêtre. Sur la terrasse, à demi cachée dans le même coin que la nuit précédente, se trouve la Nord-Américaine, devant un verre d'alcool ou de jus de fruits. B l'observe sans curiosité et ensuite s'éloigne de la fenêtre, s'assied sur le lit, ouvre son livre de poète surréaliste et essaie de lire. Mais il n'y parvient pas. Il essaie donc de réfléchir et pour y parvenir, s'allonge de nouveau sur le lit, ferme les yeux et laisse les bras étendus. Pendant quelques instants, il croit qu'il va bientôt s'endormir. Il peut même voir une rue de la ville de ses rêves, sereine. Il ne tarde pas cependant à comprendre qu'il ne fait que se souvenir du rêve. Et alors il ouvre les yeux et reste un moment à contempler le plafond uni de la chambre. Ensuite, il éteint la lumière de la table de nuit et s'approche à nouveau de la fenêtre. La Nord-Américaine est toujours là, immobile, et les ombres des grandes jarres s'étirent jusqu'à toucher les ombres des tables voisines. L'eau de la piscine recueille les reflets de la réception, laquelle a conservé, contrairement à la terrasse, toutes ses lumières allumées. Tout à coup, une voiture s'arrête à quelques mètres de l'entrée de l'hôtel. B croit qu'il s'agit de la Mustang de son père. Mais pendant un laps de temps excessivement long, personne n'apparaît à la porte de l'hôtel, et B pense qu'il s'est trompé. Juste à ce moment-là, il distingue la silhouette de son père qui monte les marches. D'abord sa tête, ensuite les épaules larges, après le reste du corps, et pour finir les chaussures. Des mocassins de couleur blanche qui déplaisent profondément à B, mais qui en cet instant lui inspirent quelque chose de comparable à de la tendresse.
Son père entre dans l'hôtel comme s'il dansait, pense-t-il. Son père fait son entrée comme s'il revenait d'une veillée funèbre, inconsciemment heureux de continuer à vivre. Mais le plus curieux est qu'après s'être penché au-dessus du comptoir de la réception pendant quelques instants, son père fait demi-tour et prend le chemin de la terrasse. Il descend les marches, contourne la piscine et va s'asseoir à une table voisine de celle de la Nord-américaine. Et quand le type de la réception apparaît enfin avec un verre à la main, son père, après l'avoir payé et sans même attendre que le réceptionniste ait complètement disparu, se lève et s'approche, le verre à la main, de la table de la Nord-américaine. Et pendant un moment, il reste là, debout, à parler, à gesticuler, jusqu'à ce que la femme fasse un geste. Alors son père prend place à son côté. Oh, elle est trop vieille pour lui, pense B. Ensuite, il retourne sur le lit, se couche, ne tarde pas à s'apercevoir que tout le sommeil qu'il avait accumulé s'était évaporé. Mais il ne veut pas allumer la lumière, quoi qu'il ait envie de lire. Il ne veut pas que son père puisse croire ne serait-ce qu'une seconde qu'il est en train de l'épier. Pendant un long moment, B se consacre à réfléchir. Il pense aux femmes, il pense à des voyages, et finalement il s'endort. Au cours de la nuit, en 2 occasions, il se réveille en sursaut et le lit de son père est vide. La 3e fois, le jour commence à se lever et il voit le dos de son père qui dort profondément. Alors il allume la lumière et pendant un moment, sans quitter le lit, il fume et lit. Le matin, B trouve son père au restaurant de l'hôtel en train de prendre le café. Il s'assoit à son côté. Son père est rasé de frais et sa peau exhale un parfum d'eau de Cologne bon marché que B aime. Sur la joue droite, il exhibe une griffure de l'oreille jusqu'au menton. B a l'idée de lui demander ce qui s'était passé la nuit dernière, mais finalement, il décide de n'en rien faire. Le reste de la journée se passe comme dans le brouillard. À un certain moment, B et son père vont sur une plage, proche de l'aéroport. La plage est énorme, et sur le bord, il y a quantité de cabanes avec des toits de roseaux où les pêcheurs gardent leur matériel. La mer est agitée. Pendant un moment, B et son père regardent les vagues qui se brisent dans la baie de Puerto Marqués. Un pêcheur qui se trouve à peu de distance d'eux leur dit que ce n'est pas une bonne journée pour se baigner. C'est vrai, dit B. Son père, cependant, se met à l'eau. B s'assoit sur le sable, les genoux relevés, et l'observe qui s'avance à la rencontre des vagues. Le pêcheur met une main en visière sur le front et dit quelque chose que B ne comprend pas. Pendant un moment, la tête de son père, les bras de son père qui nagent vers le large disparaissent de son champ visuel. À côté du pêcheur, maintenant, il y a 2 enfants. Ils regardent tous vers la mer, debout, sauf B qui reste assis. Dans le ciel apparaît d'une manière trop silencieuse un avion de ligne. B cesse de regarder la mer et observe l'avion jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une douce colline couverte de végétation. B se rappelle un réveil, il y a juste 1 an, à l'aéroport d'Acapulco. Il venait du Chili, seul, et l'avion avait fait escale à Acapulco. Quand B avait ouvert les yeux, il se le rappelle, il avait vu une lumière orangée avec des teintes roses et bleues, comme un vieux film dont les couleurs seraient en train de disparaître. Et alors, il avait su qu'il se trouvait au Mexique et qu'il était, d'une certaine façon, sauvé. Cela s'était passé en 1974 et B n'avait pas encore 21 ans. Maintenant, il en avait 22 et son père devait en avoir 49. B ferme les yeux. Le vent rend inintelligibles les voix inquiètes du pêcheur et des enfants. Le sable est froid. Quand il ouvre les yeux, il voit son père sortir de l'eau. B referme les yeux et les ouvre de nouveau quand une main grande et mouillée se pose sur son épaule. Tu viens? On va manger des œufs de tortue. Il y a des choses qui peuvent se raconter et d'autres qui ne peuvent pas se raconter, pense B, abattu. À partir de ce moment-là, il sait que le désastre s'approche. Les 48 heures suivantes se déroulent enveloppées dans une sorte de calme que le père de B identifie avec le concept de vacances. Et B ne sait pas si son père se moque de lui ou le dit sérieusement. Ils vont à la plage tous les jours, mangent à l'hôtel ou dans un restaurant de l'avenue Lopez Mateos qui pratique des prix bon marché. Ensuite, les 48 heures de grâce prennent fin. Ces heures au cours desquelles B et son père ont parcouru quelques bars d'Acapulco, ont dormi à même la plage, ont mangé et même ri. Et s'ouvre une période glaciale.
Une période apparemment normale, mais dominée par des dieux gelés. Des dieux qui par ailleurs n'interfèrent en rien avec la chaleur qui règne à Acapulco. Des heures qu'à une autre époque, peut-être quand il était adolescent, B appelait ennui. Mais qu'aujourd'hui, en aucune façon, il n'appellerait ainsi, mais plutôt désastre. Un désastre particulier. Un désastre qui, par-dessus tout, éloigne B de son père. Le prix qu'ils ont à payer pour exister. Tout commence avec l'apparition de l'ancien plongeur. B se rend compte immédiatement qu'il vient chercher son père, et non, appelons ça comme ça, l'ensemble familial qu'ils forment tous les deux. Le père de B invite l'ancien plongeur à boire un verre à la terrasse de l'hôtel. L'ancien plongeur dit qu'il connaît un meilleur endroit. Le père de B le regarde et sourit, puis dit « D'accord ». Quand il gagne la rue, il commence à faire nuit. Et pendant une seconde, un chagrin inexplicable envahit B. Et ce dernier croit qu'il ferait peut-être mieux de rester à l'hôtel, de laisser son père s'amuser seul. Mais il est trop tard. La Ford Mustang remonte l'avenue Constituyentes et le père de B tire de sa poche la carte que le réceptionniste lui a donnée quelques jours auparavant. La tôle s'appelle San Diego. L'ancien plongeur objecte que cet endroit est trop cher. J'ai de l'argent. Je suis au Mexique depuis 1968. Et c'est la première fois que je prends des vacances. Donc, ils vont d'abord au San Diego. Et pendant un moment, ils boivent et dansent avec des filles à qui il faut donner à chaque danse un ticket qu'ils ont acheté au comptoir auparavant. Le père de B, au début, n'achète que 3 tickets. Ce système a quelque chose d'irréel. Mais ensuite, il s'enthousiasme et achète un carnet entier. B danse aussi. Sa première partenaire est une fille maigre au trait indien. La deuxième est une femme grosse, avec une grosse poitrine qui semble préoccupée ou fâchée par quelque chose que B ne saura jamais. La troisième est grosse et a l'air heureux alors qu'ils ont commencé depuis quelques instants à danser. Elle lui avoue à l'oreille qu'elle est droguée. « Qu'est-ce que tu as pris ?» dit B. « Des champignons hallucinogènes, » dit la femme. Et B se met à rire. Son père, pendant ce temps, danse avec la fille qui a l'air d'une indienne, et B leur jette un coup d'œil de temps à autre. En réalité, toutes les filles ont l'air d'indiennes. Celle qui danse avec le père de B a un joli sourire. Ils parlent, et de fait, ils parlent sans arrêt, quoique B n'entende pas ce qu'ils se disent. Ensuite, son père disparaît, et B s'installe au comptoir à côté de l'ancien plongeur. Eux aussi se mettent à parler. Du temps passé, du courage, des failles où se brise la mer, des femmes, de sujets qui n'intéressent pas B, ou du moins qui n'intéressent pas en ce moment. Et cependant, ils parlent. Au bout d'une demi-heure, son père revient au comptoir. Ses cheveux blancs sont mouillés et coiffés de frais. Le père de B se coiffe les cheveux en arrière, et il a le visage rouge. Il sourit, sans rien dire. Et B l'observe sans rien dire. Il est l'heure de manger. B et l'ancien plongeur le suivent jusqu'à la Mustang. Ils mangent des fruits de mer dans un restaurant oblong comme un cercueil. Pendant qu'ils mangent, le père de B regarde B comme s'il cherchait une réponse. B soutient son regard. Et par télépathie, il lui dit « Il n'y a pas de réponse parce que la question n'est pas bonne. La question est idiote. » Ensuite, sans savoir comment, B suit son père et l'ancien plongeur qui parlent de boxe pendant tout le trajet jusqu'à un bar des faubourgs d'Acapulco. Le bâtiment est en briques et en bois, sans fenêtre. Et à l'intérieur, il y a un jukebox avec des chansons de Lucha Villa et Lola Beltran. B, tout à coup, se sent pris de nausée. C'est seulement à ce moment-là, alors qu'il a laissé son père et s'est mis à la recherche des toilettes, ou de l'arrière-cour ou de la sortie sur la rue, qu'il se rend compte qu'il a trop bu. Il s'aperçoit aussi de quelque chose de plus. Des mains apparemment bienveillantes ne lui ont pas permis de sortir dans la rue. Ils ont peur que je m'enfuis, pense B. Ensuite, il vomit plusieurs fois dans la cour ouverte où sont entassées des caisses de bière et où il y a un chien attaché. Puis après s'être soulagé, il se met à regarder les étoiles. Une femme apparaît bientôt à ses côtés. Son ombre se découpe plus sombre que la nuit. Sa robe, cependant, est blanche et c'est ce qui permet à B de la distinguer. Je te taille une pipe. Elle a une voix jeune et empâtée par l'alcool. B reste à la regarder sans comprendre. La pute s'agenouille devant lui et lui ouvre la braguette. Alors, B comprend et la laisse faire. Quand elle a fini, il a froid. La pute se relève et B l'enlace. Ils contemplent tous les deux la nuit. Quand B dit qu'il veut retourner à la table de son père, la femme ne le suit pas.
À l'intérieur, son père est assis à une table à côté de l'ancien plongeur et de 2 autres types. Ils sont en train de jouer aux cartes. B s'en approche par derrière et lui murmure à l'oreille « Partons ». Je suis en train de gagner, je peux pas partir. Ils vont nous voler tout l'argent, pense B. Ensuite, il regarde les femmes installées au bar qui à leur tour les regardent, lui et son père, avec une commisération palpable. Elles savent ce qui va nous arriver, pense B. T'es sous? Non, je ne le suis plus. T'es drogué? Non. B se lève et va vers le comptoir, et de là il observe avec des yeux de fou la scène du crime. À ce moment-là, B sait que c'est le dernier voyage qu'il fera avec son père. Il ouvre les yeux, ferme les yeux. Les putes le regardent avec curiosité. L'une d'entre elles lui offre un verre que B refuse d'un geste. Parfois, quand il a les yeux fermés, il voit son père avec un pistolet à chaque main sortir d'une porte qui se trouve là où il ne devrait jamais y avoir de porte. Cependant, son père sort par là, rapidement, les yeux gris brillants et les cheveux en désordre. Ils ne voyageront plus jamais ensemble, pense B. Voilà tout. Lucia Villa chante dans le jukebox et B pense à Guy Roset, poète mineur disparu dans le sud de la France. Son père distribue les cartes, rit, raconte des histoires, écoute d'autres histoires plus sordides les unes que les autres. B se rappelle qu'à son retour du Chili, en 1974, il était allé chez lui le voir. Son père s'était cassé un pied et était en train de lire un magazine sportif sur le lit. Il lui avait demandé comment ça s'était passé pour lui, et B lui avait raconté ses aventures. Succinctement, les guerres fleuries latino-américaines. On a été sur le point de me tuer, avait-il dit. Son père l'avait regardé et lui avait souri. Combien de fois? Au moins 2 fois, avait répondu B. Maintenant, son père rit aux éclats et B essaie de penser clairement. Guy Roset s'est suicidé ou bien on l'a tué, pense-t-il. Son cadavre se trouve au fond de la mer. Une tequila! Ne vous saoulez pas encore une fois, jeune homme. Je vais bien maintenant, parfaitement lucide. Vous, qu'est-ce que vous voulez prendre? Votre papa est très sympathique? B se rappelle des scènes apparemment sans rapport. La première fois qu'il fuma, en sa présence, à 14 ans, une cigarette Viceroy. Un matin où ils attendaient un train de marchandises dans le camion de son père et qu'il faisait très froid. Des armes à feu, des couteaux, des histoires de famille. Autour de lui, les putes boivent de la tequila avec du Coca-Cola. Combien de temps j'ai passé dehors à vomir? On aurait dit que vous étiez défoncé. Vous en voulez un petit peu? Un petit peu de quoi? Un petit peu d'herbe. Golden Acapulco. Oui, pour retrouver le calme. Et à pièce de la tête. Et la chose suivante dont il se souvient, c'est un nuage de fumée qui le sépare de son père. Vous aimez beaucoup votre papa? Bien pas tant que ça. Bien sûr que si. À travers la fumée, B remarque que son père tourne la tête et pendant un instant le regarde. Le bar, il ne s'en aperçoit que maintenant, est à moitié vide. À une table, il y a 2 types qui boivent en silence. Et à l'autre se trouve son père, l'ancien plongeur, et les 2 inconnus en train de jouer aux cartes. Toutes les autres tables sont inoccupées. La porte de la cour s'ouvre et une femme en robe blanche apparaît. La femme paraît avoir 25 ans, quoiqu'elle en ait sûrement beaucoup moins, peut-être 16 ou 17. Elle a les cheveux longs, comme presque toutes les filles, et des chaussures à talons aiguilles très hauts. B regarde la pute qui pousse la porte des toilettes et ensuite regarde son père. Alors il ferme les yeux et quand il les ouvre de nouveau, la pute n'est plus là. Et son père est de nouveau concentré sur le jeu. Le mieux serait que vous ameniez votre papa de cet endroit. Une autre tequila. Tu ne me crois pas? Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de moche. Moche comment? Je ne le sais pas, mais si j'étais toi, je prendrais le large. Viens avec nous. Je ne suis pas folle. B se rappelle alors qu'une fois avant qu'il parte pour le Chili, son père lui avait dit « Toi tu es un artiste, et moi je suis un travailleur. » Qu'est-ce qu'il avait voulu dire par là? La porte des toilettes s'ouvre et la pute, vêtue de blanc, refait son apparition. Il sourit et la regarde dans les yeux pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'on doit partir? La femme le regarde du coin de l'œil et ne lui répond pas. Il y a des choses que l'on peut raconter, et il y a des choses que l'on ne peut pas raconter. Il ferme les yeux puis les rouvre. Ce qui suit est chaotique. Autour de la table où joue son père, les hommes sont tous debout. Un des inconnus crie de toutes ses forces. B ne tarde pas à réaliser qu'il est en train d'insulter son père. Par précaution, il se dirige vers le comptoir et demande une bouteille de bière qu'il boit à grands traits et, s'étouffant, avant de s'approcher, À côté de son père, il y a une bonne quantité de billets qu'il prend un par un et qu'ensuite il met dans sa poche. Cet argent ne va pas sortir d'ici, crie l'inconnu. B regarde l'ancien plongeur. Il cherche sur son visage
Pour qui il va prendre parti? Probablement pour l'inconnu. Le père de B finit de compter son argent et regarde les 3 hommes qu'il a en face, et la femme vêtue de blanc. Bon, messieurs, nous allons prendre congé. Fiston, mets-toi à côté de moi. B répand sur le sol ce qui reste de bière et empoigne la bouteille par le goulot. Qu'est-ce que tu fais, fiston? Dans sa voix, B perçoit un ton de reproche. On va sortir tranquillement. Les 2 inconnus leur barrent le passage. B ne veut pas la regarder, mais il la regarde. La femme en blanc s'est assise sur une des chaises vides et du bout des doigts semble examiner les cartes éparses sur la table. Ne me gêne pas. B met un moment avant de comprendre que c'est à lui qu'il s'adresse. L'ancien plongeur met ses mains dans les poches. L'inconnu insulte à nouveau le père de B. Il exige qu'il retourne à la table, qu'il joue à nouveau. On ne joue plus. Pendant quelques instants, tout en observant la femme vêtue de blanc, qui lui paraît pour la première fois très belle, B pense à Guy Roset qui disparaît de la planète sans laisser de traces, docile comme un agneau, tandis que les hymnes nazis montent au ciel couleur de sang. Et il se voit lui-même comme Guy Roset, un Guy Roset enterré dans un terrain vague d'Acapulco, disparu pour toujours. Mais il entend alors son père qui est en train de reprocher quelque chose à l'ancien plongeur, et il se rend compte que contrairement à Guy Roset, lui n'est pas seul. Ensuite, son père marche un peu voûté vers la sortie. Et B lui laisse un espace suffisant pour qu'il bouge à son aise. Demain, nous partirons. Demain, nous reviendrons au DEF, pense B avec joie. Ils commencent à se battre.